Déjà avant de commencer, je voulais remercier la CCI et Christophe Pavleski d'organiser cet accélérateur. Pour moi, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi un accélérateur sur la commercialisation est vraiment nécessaire. J'ai écrit un bouquin là-dessus, sur le fait qu'il fallait vendre le plus rapidement possible tout, en fait, même avant la création de la boîte. Donc, Serge Cagnoun, qui suis-je? Je crois qu'il y avait un rugbyman tout à l'heure, un professionnel. Moi, je suis plutôt prof de danse de rock ou de capoeira. Mais je suis aussi un ancien chercheur en neuroimagerie et en analyse du comportement humain. Je ne sais plus qui avait parlé de ça, c'est toi. Donc à la Pitié-Salpêtrière, où j'ai découvert des outils qui ont permis de mettre au point une méthode qui permet de diagnostiquer des maladies neurologiques et psychiatriques en analysant le mouvement du regard des patients. Donc j'ai créé la société iBrain sur 3 tours de table. Et au bout de 3 tours de table, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que j'avais plus que 30% des parts. Et on m'a dit à ce moment-là, bah Serge, c'est super, tu as vendu à 40% des séchés en France, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires étranger, c'est top, mais nous on va vendre la boîte. J'ai fait, ah ouais, mais moi j'ai plein d'autres trucs prévus que ça. Et bah, j'ai rien pu faire, donc j'ai vendu la boîte, sachant que l'année suivante, j'ai un concurrent qui était racheté par Apple, l'année d'après un autre par Facebook, parce qu'on analysait le mouvement, enfin, où regardaient les gens, ils ont voulu intégrer ça dans les lunettes, vous savez, de réalité virtuelle. Donc après ça, même pendant ça, j'ai commencé à faire des expertises pour l'accompagnement pour différentes structures de financement que vous connaissez peut-être, donc Wilco, BPI France, puis après à l'international EIT Health, Superior College, et puis Cap Digital qui est à Paris. Et je suis ressorti de mon aventure à iBrain. J'ai commencé à travailler pour l'Institut du cerveau, qui est un institut de recherche sur les maladies du cerveau, justement, qui est la Pitié-Salpêtrière, pour les aider à valoriser tout ce qui était fait par les chercheurs en e-santé et en medtech. Et comme une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, qui est une drogue dure, je suis sorti, parce que je ne comprenais pas qu'on puisse me dire des choses qui n'étaient pas bien à faire, mais qu'il fallait que je fasse quand même. Donc j'ai recréé une autre startup, EFI, avec laquelle j'ai développé donc, la stratégie du cafard, on en reparlera tout à l'heure, mais sur laquelle j'ai appliqué ces principes, ça a fonctionné, puisqu'on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires à la première semaine de la création de la boîte. Et j'ai revendu mes parts de la société parce que je ne m'entendais plus avec mes associés. Et depuis, donc, je m'occupe d'accompagnement d'entrepreneurs et de fondateurs d'entreprises, notamment de start-up, principalement de start-up, pour les aider à garder le contrôle de la boîte en faisant du chiffre d'affaires. 1. 2. En trouvant des moyens de lever des fonds, jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros, sans céder de parts de la société. 2. Et 3. En optimisant la boîte pour qu'elle soit rentable. Donc 2015, vous vous souvenez, j'ai créé la société en 2008, 2015, je la vends. 2015, je tombe sur un article de cette dame qui s'appelle Katerina Fake, qui est une entrepreneuse chevronnée de la Silicon Valley, puisqu'elle a créé Flickr, pour ceux qui connaissent. C'est une application de photo qu'elle a vendue à l'époque à Yahoo, 99-2000, quand Yahoo était gros. Elle a aussi fait Hunch, qu'elle a bien vendu, aussi quelques dizaines de millions d'euros. Donc quelqu'un qui est assez reconnu et qui avait écrit un article sur LinkedIn ou sur Medium, je ne sais plus où je l'ai lu, où elle expliquait que les crises économiques sont cycliques. Et une crise économique, c'est comme soit une pandémie, soit une famine. Or, les licornes qui se nourrissent principalement de levée de fonds, ils n'ont plus de sous. Enfin, ils n'ont plus de nourriture parce que les investisseurs retirent l'argent du marché. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est pour ça qu'on a plusieurs licornes françaises qui se cassent la figure, comme Insect, De Vialet, qui n'est pas une licorne, mais qui est en train de se casser la figure aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent principalement de levée de fonds. S'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de levée de fonds, il n'y a plus de quoi s'engraisser et les startups tombent. Et ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'il reste à ce moment-là plus que des insectes, des animaux du romal qui résistent à tout, qui sont résilients, qui sont capables de rester des familles, parce qu'ils se nourrissent de tout, n'importe quoi, qui sont pas très sexy, mais qui sont encore là, et on appelle ça les cafards. Et là, je me suis dit, purée, c'est absolument génial, je vais lire l'article plus avant, sauf que l'article s'arrêtait là.
Donc il a fallu que j'imagine la suite. D'où le livre. Alors c'est quoi la différence entre une licorne, enfin on va dire la stratégie de la licorne et la stratégie du cafard? Les licornes elles vont chercher principalement à lever des fonds plutôt que de faire du chiffre d'affaires. De toute façon, tout l'écosystème pousse dans ce sens-là. Quand vous allez dans un incubateur, quand vous allez dans une école, on vous dit prépare ton pitch, prépare ton BP pour pouvoir lever. C'est le premier truc qu'on vous dit. Elles sont donc essentiellement de lever de fonds, elles sont donc à risque de famine. Ça peut être intéressant pour certaines sociétés, comme par exemple Uber. Uber, en fait, la stratégie d'Uber, c'est de prendre tout le marché des taxis très rapidement, c'est ce qu'ils ont réussi à faire quasiment. Sauf en Chine, parce qu'il y a des firewalls là-bas. Et en attendant l'avènement de la voiture automatique, parce qu'à ce moment-là, ils pourront virer les chauffeurs et ils vont faire du chiffre d'affaires. Alors, ils ont fait du chiffre d'affaires plus tôt. Ils ont quand même mis, je crois, 12, 15 ans. Et entre-temps, les fondateurs se sont retrouvés à 2,5% de part du capital. Il y en a un qui s'est fait virer et l'autre qui est parti. En contrepartie, nous, on a les cafards. Alors, les cafards, l'objectif principal, c'est de gagner de l'argent, enfin, du chiffre d'affaires. Okay, de s'adapter à n'importe quelle situation. C'est la crise d'aujourd'hui, pas grave, il y a toujours moyen de faire du chiffre d'affaires. Ça résiste aux crises. Donc garder le contrôle de la société, c'est le principal point. Hein. Et comme on dit, c'est moins sexy, mais c'est solide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de... Enfin, si vous avez croisé le cafard, certainement, mais si vous essayez d'en tuer, c'est un peu compliqué. Vous marchez dessus, ils sont fous complètement, c'est continuer à marcher parce qu'en fait, il répartit la force du poids de la chaussure sur tout son corps et puis il repart. Si vous essayez des insecticides, en fait, ils s'adaptent. Il y en a qui résistent jusqu'à 5 insecticides différents. Moi, j'ai déjà suivi un cafard comme ça. Il a continué à marcher. Ça vit un mois sans sa tête. Ça peut vivre un mois sans sa tête. Et en fait, ça meurt parce que ça meurt de faim, il n'y a plus de bouche. Donc il meurt de faim. Ça résiste aux familles parce que ça bouffe absolument n'importe quoi, on le verra tout à l'heure. Enfin, quand je dis absolument n'importe quoi, ça peut être des cheveux, la colle derrière les timbres, ça peut être du carton, ça peut être coprophage aussi, il ne s'agit pas de nom. Nécrophage, enfin ça bouge absolument n'importe quoi. Vous savez que c'est quand même le premier animal qui est ressorti d'Hiroshima. Alors, c'est pas parce qu'il a résisté à la bombe atomique qu'il se serait fait vaporiser comme le reste du paysage, mais c'est l'ADN qui se répare extrêmement rapidement. Nous, on a un ADN qui se répare un peu vite, heureusement, parce que sinon on aurait vraiment beaucoup de cancers. Eux, ils réparent ça quasiment en temps réel. Et puis c'est là depuis au moins le temps des dinosaures. C'est existant. Donc, moi, ce que j'ai essayé de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on peut adapter les propriétés du cafard à la start-up de manière à ce qu'elle soit aussi résistante que ce bestiau. Et donc j'ai regardé les propriétés, j'ai essayé de les extraire et d'en dire comment est-ce qu'on peut le traduire en mode start-up. Alors le premier principe, qui est le plus basique, hein, c'est que le cafard est un animal. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, en tout cas, l'insecte fait partie du règne animal. Et donc le principe de base qu'on a oublié, c'est que la start-up, c'est d'abord une entreprise. On parle de start-up, on dit start-up, 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 mais en fait la start-up, c'est d'abord une entreprise. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ça a des principes. D'abord, déjà c'est important de se le rappeler parce que l'écosystème l'a perdu de vue. On fait des incubateurs, des accélérateurs pour start-up, on fait des cours pour les start-up. Et on oublie de dire que les start-up sont des entreprises. Et le principe de base, c'est qu'elles doivent... c'est simple et basique. Le principe de base, je vais un peu plus vite que la musique. La définition, grosso modo, d'une entreprise, c'est qu'elle doit équilibrer ses comptes. Donc elle doit faire du chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir ses pertes. Ok? C'est Wikipédia, pas besoin de prendre de notes. Il suffit d'aller sur Wikipédia. Et donc, dans l'écosystème des startups, l'objectif principal, c'est de lever des fonds auprès des investisseurs. C'est ce qu'on nous apprend. Moi, quand j'ai créé ma première startup, je suis dans un incubateur, je suis à l'HEC, on m'a dit, il faut préparer ton pitch, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut préparer ton BP, parce que tu vas lever des fonds, et combien est-ce que tu vas lever, etc. Le problème, c'est que ça induit une forte dilution des fondateurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui va du coup résulter sur une perte de contrôle de la société, et donc une prise de contrôle par les investisseurs. Et on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les investisseurs et nous on a des objectifs, enfin en tout cas moi j'ai des objectifs à long terme, les investisseurs plutôt à court moyen terme.
C'est-à-dire qu'il faut valoriser la boîte de manière à ce qu'ils puissent sortir, soit en vendant, soit en trouvant des investisseurs relais, soit en entrant à la bourse, soit en revendant la boîte à des industriels, soit en la fermant, qui est la majorité des cas, hein, parce qu'ils savaient qu'entre 2 et 5 ans, 70% des startups ferment. Je ne vais pas vous déprimer, mais grâce au cafard, vous allez voir que tout va bien se passer. Donc, alors que dans l'écosystème des entreprises, on a le rôle central des banques, et notamment du bilan. Contrairement au début, on est dans qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous avez fait comme vente, par rapport à quelles sont vos projections financières. D'accord? Donc, on prête qu'aux riches, et les banques vont prêter notamment au cafard. Et faire le chiffre d'affaires, de toute façon, ça va entraîner de la confiance, à la fois des partenaires, ce qui vont dire que on peut être partenaire avec eux parce qu'ils sont solides, leur bilan montre qu'ils arrivent à tenir. Des fournisseurs, pourquoi est-ce qu'un gros fournisseur s'intéresse à une petite boîte et lui ferait des facilités? Même un fournisseur tout petit, s'il voit que la société est solide, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis dans le temps. Et pareil pour les clients peuvent s'inquiéter de la viabilité d'une entreprise, notamment quand c'est des grandes entreprises. Elles vont regarder le chiffre et vont se dire, oh là, mais si on investit chez eux, est-ce que demain le service sera encore rendu? Est-ce que le produit sera encore maintenu? Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs, ils aiment les GAFA. Pourquoi? Parce que c'est rare dans les startups, quand ils reçoivent un dossier, qu'il soit écrit, nous on fait des bénéfices. En général, on arrive en disant, voilà, il nous faut tant de millions pour arriver à développer notre produit, 1 million d'euros pour s'occuper par exemple des dates. Donc ça leur donne de la confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs reçoivent plein de projets par jour. Donc ça passe vite à la poubelle. Dès qu'il y a un petit truc qui leur convient pas, une coquille, n'importe quoi, ça passe à la poubelle. Par contre, s'ils ouvrent le dossier qui s'est marqué on fait des bénéfices, là ils vont s'intéresser pour regarder plus loin. Donc déjà, vous avez une chance supplémentaire d'avoir un investissement. Oui, je parle des investisseurs pour les GAFAR. Les GAFAR ne sont pas contre les investisseurs, tant qu'ils ne dépassent pas 30% d'épargne. Okay, donc on est permissif quand même, on s'adapte. Ça va aider aussi pour les subventions et les aides, parce que si vous faites du chiffre d'affaires, vous allez augmenter vos fonds propres. Okay, donc eux, les investisseurs savent que vous allez pouvoir faire un effet culbute par rapport au financement qu'ils vont mettre dans votre boîte, vous allez pouvoir augmenter tout ce qui le capital qu'ils auront misé chez vous. Ça va augmenter la valeur de la société, même si parfois il y en a qui ne comprennent pas trop le système parce qu'ils sont tellement habitués au cycle, série A, série B, ils ne comprennent pas qu'une société ne soit pas passée par ces stades-là. Donc il faut leur expliquer, il faut être un peu professoral, on va dire. C'est un levier puissant de négociation. Si vous faites du chiffre d'affaires, ce qui se passe quand vous allez voir un investisseur, il va vous dire, ok, je vais regarder vos projections financières, et ils savent quand vous allez avoir un trou de trésorerie. Et généralement, ils vont vous dire, écoutez, on se revoit dans quelques mois, comme ça, vous m'envoyez des informations de temps en temps pour voir si vous respectez votre business plan. Et puis, un mois ou deux avant, vous n'avez plus de sous, ils reviennent vous voir en disant, bon, ok, je suis intéressé pour investir. Par contre, je sais que dans le mois, vous n'avez plus de sous. Donc, comment on fait? Vous pas si cher que ça, votre boîte. Et vous n'êtes pas si utile que ça. Bref, ils sont plus en position de force pour négocier. Par contre, si vous faites du chiffre d'affaires tout le temps, en fait, voilà, le temps passe et il n'y a pas de souci. Et en plus, vous avez le temps de trouver d'autres investisseurs qui sont intéressés et donc de le mettre en concurrence. Donc c'est vous qui passez en position de force. Ok? Et le paradoxe, c'est que depuis la crise, depuis 3 ans, les investisseurs n'investissent plus que sur les GAFA. C'est-à-dire que toutes les boîtes là, qui ont fait les tours en seed, alors le seed ça marche encore avec les business angels, ils continuent à jouer le jeu. Mais dès qu'on passe en série A, série B, ils demandent maintenant aux boîtes de faire du chiffre d'affaires et même d'être cash flow positif. Alors qu'avant, on demandait juste de croître en nombre de visites sur site internet, croître en nombre d'employés, croître, etc. Mais pas du tout en chiffre d'affaires. Et là en ce moment, ils veulent sécuriser leur investissement, donc ils demandent à ce que les sociétés fassent du chiffre d'affaires. Donc, le paradoxe du cafard, c'est qu'il est devenu sexy, plus sexy que l'unicorne. Ok, alors, les propriétés. Deuxième propriété, on y va ensemble.
Les cafards sont des charognards, omnivores, nécrophages. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ils mangent absolument tout ce qu'ils trouvent, que ce soit d'origine végétale ou animale. Ils mangent notamment les cheveux humains, la matière fécale, la coprophagie donc, les cartons décomposés, les tissus, la colle derrière les timbres, là c'est quoi aller chercher, et les matières plastiques. Donc ils se nourrissent absolument tout, donc, y compris des cadavres de cafards. La contrepartie, c'est quoi? C'est que nous, les startups, il faut qu'on puisse faire du chiffre d'affaires avec n'importe quoi qu'il arrive. Ok? Donc faire des ventes, même si son produit, son service n'est pas prêt. C'est la pierre angulaire de la stratégie, chiffre d'affaires. Il faut faire du chiffre d'affaires, et à partir du chiffre d'affaires, on va pouvoir s'amuser à soit lever des fonds non dilutifs, soit avancer de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça ouvre. Je peux te couper? Je peux te poser une question. Vas-y. Mais on peut faire du chiffre d'affaires sans être rentable. Oui. Tu parles de bénéfices. Et donc le troisième pilier, c'est optimiser la boîte pour qu'elle soit rentable. Ok. Donc il y a plein de possibilités de faire du chiffre d'affaires. Là, déjà, la prévente, ça c'est l'idéal. Vendre avant que vous ayez commencé à produire. Vendre avant que vous ayez créé la société. Alors, ça c'est le top du top. Faire du BFR négatif. Si tu connais un peu la comptabilité, ils vont se dire c'est bien. BFR négatif, ça veut dire être payé avant de produire. Plus le BFR est élevé, vous allez souvent entendre parler de BFR. Si le BFR est élevé, c'est pas bien. Si le BFR est zéro, c'est pas mal. Si le BFR est négatif, c'est top. Et tout le monde va vous aimer. Et il y a plein de solutions pour pré-vendre. Vendre avant que ce soit prêt. Donc des solutions qui sont adaptées au grand public, avec du crowdfunding ou du growth hacking. On peut faire la même chose pour les sociétés, des produits qui sont proposés à de nombreuses entreprises. Il y a des solutions qui sont destinées à, quand on a un produit qui est fait pour un tout petit nombre d'entreprises, c'est possible. Il y a des solutions qui existent pour les entreprises avec des ventes récurrentes. Il y a même des solutions pour les deep tech. Les deep tech, c'est des sociétés qui, les biotech par exemple, qui nécessitent énormément d'investissement. Vous savez que par exemple pour créer une molécule, un nouveau médicament, c'est au moins 1 milliard d'euros d'investissement, et on sait qu'on ne va pas toucher les dividendes avant au moins 1 an, avant au moins 10 ans, pardon. Donc j'ai interviewé, pour le bouquin, j'ai interviewé plein de boîtes, et j'ai interviewé une biotech qui a dit ouais, pas de problème, on se fait du chiffre d'affaires, la molécule n'est pas prête, pas de problème. Alors, même si vous n'arrivez pas à prévendre, il y a d'autres solutions. On peut vendre des fonctionnalités de son service, de son produit. On peut vendre des assets techniques, que ce soit des licences de brevets, des plateformes, des accès de plateformes, du savoir-faire, des bases de données, des partenariats. On peut vendre des assets humains, c'est des actifs de la société. Okay. Du savoir-faire, l'expérience, de la reconnaissance du réseau. Il y a plein de manières de faire du chiffre d'affaires. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le veut pas. Je vous parlais de faire de la prévente. Dans un cas un peu difficile, quand on a un produit qui est cher, destiné à peu d'entreprises. Ok? Alors on reviendra là-dessus. Ça, c'est ma deuxième boîte, donc je me suis pris comme exemple. La deuxième boîte, je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui s'appelle EFI, on est dans la e-santé. Dans la e-santé, on a des patients qui sont asthmatiques, qui soignent avec un inhalateur, vous savez, vous connaissez l'Antoline. Il y en a une soixantaine d'autres, un peu plus de 60 autres différents, avec des formes et des usages un peu différents. Mais pour tous, on a le même problème. 50% des patients les prennent mal. Enfin, ils pensent se soigner, mais en fait, ils ne se soignent pas. Le principe actif ne va pas dans les poumons. C'est publié depuis moins 15 ans dans la littérature médicale. Et ils ont tout essayé de leur montrer des vidéos, etc. Ça ne marche pas, ou ça ne marche pas dans le long terme. 50% des patients, ça veut dire que la maladie n'est pas stabilisée, ils vont faire des crises d'asthme, ils vont se retrouver aux urgences, ils vont faire des séjours à l'hôpital, ils vont manquer des journées de travail, déjà pour eux c'est pas génial, puis ils peuvent mourir aussi, accessoirement. Et en plus ça coûte 900 millions d'euros à la sécurité sociale par an. Donc on ne va pas en parler à Barnier tout de suite. En tout cas, l'objectif, nous, c'était de faire en sorte qu'ils prennent mieux l'inhalateur. Et pour ça, on a développé une application, marche sur tablette, ordinateur, etc., téléphone. On va montrer son inhalateur au téléphone, puis il va nous montrer une vidéo avec la prise de l'inhalateur étape par étape. Et en même temps, nous, on analyse tout ce qu'il fait, donc avec l'IA, tous ses mouvements et ses sons. Et on va lui dire s'il a fait des erreurs ou est-ce qu'il a fait une erreur. Okay,
Maintenant, ça, c'est des centaines de millions d'euros, voire des millions d'euros, c'était des millions d'euros de développement. Comment on fait, quoi? Avec la stratégie cafard, pour commencer à dire ok, bah, d'abord je fais du chiffre d'affaires et ensuite je développe. Donc j'ai mis en place ce que j'appelle la chaîne des acteurs. Et j'ai regardé toutes les personnes qui sont impliquées. Donc il y a le patient, je ne sais pas si. Donc il y a le patient, qui est utilisateur final, patient asthmatique. On a le fournisseur, qui va être le pharmacien. On a le médecin qui va prescrire, et le prescripteur. On a les payeurs, donc l'assurance, les mutuelles, la sécurité sociale, et puis parfois dans certains pays c'est le patient qui va payer lui-même. On a le fabricant de molécules, donc le laboratoire pharmaceutique, et on a le fabricant de la partie plastique de l'inhalateur, d'accord? Et j'ai fait la carte des acteurs, qui utilise ce truc, par où ça passe. Ça peut être plus compliqué, dans ce cas j'ai pu synthétiser comme ça. Et après je me suis dit, bon voilà, tout ça c'est des clients. C'est tous des clients pour moi, potentiels. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter comme bénéfice? Donc j'ai regardé les bénéfices que j'apporte aux patients, c'est un meilleur soin, un meilleur usage, donc un meilleur traitement médical. Ensuite, pour le pharmacien et pour le médecin, j'apporte à peu près la même chose. Normalement, je suis supposé leur faire gagner du temps parce que c'est eux qui doivent apprendre aux patients comment prendre l'inhalateur. En faisant l'éducation thérapeutique, ça peut promouvoir leur acte parce que si vous avez un médecin ou un pharmacien qui vous montre une application que je trouve géniale personnellement parce que c'est moi qui l'ai fait, le patient va se dire, donc ce médecin, ce pharmacien, cet expert est à la pointe et est capable de me donner des trucs qu'on me donne nulle part ailleurs, donc je reviendrai chez lui. Donc ça fait de la rétention de patientèle. Si je regarde les payeurs, eh ben, je lui ai dit 900 millions d'euros de déficit. Si je divise que par 2, ça fait quand même 450 millions d'euros. Hein. Donc eux, ça les intéresse. Et puis les mutuelles, comme elles sont en compétition maintenant, elles peuvent apporter ça en plus, donc ça peut être du marketing. Pour le laboratoire pharmaceutique, c'est principalement un accès marketing. Le marché de l'inhalateur en France, c'est 1 milliard d'euros en France, annuel. Si eux, grâce à ça, ils peuvent gagner 1 point sur le marché, 1 point, c'est 10 millions d'euros. Donc c'est vachement intéressant pour eux. Et puis les fabricants, eux, sont en compétition pour atteindre les laboratoires pharmaceutiques. Donc s'ils vont voir les laboratoires pharmaceutiques en disant voilà, nous, on peut vous prouver qu'on est capable d'améliorer la prise de l'inhalateur par les patients au final, est-ce que ça vous intéresse? Et donc ils espèrent être plus pris par eux. Donc une fois que j'ai fait la carte des acteurs et j'ai vu les bénéfices que je peux leur apporter, je me suis dit qui va payer? Alors, dans un premier temps, j'ai d'abord regardé, je me suis dit bon, les patients ne payent pas en France, ça ne marche pas. Médecin, pharmacien, je me suis dit ça va être un peu compliqué. Les payeurs, bah, ils ont des sous. Ils ont des sous et puis ils ont beaucoup à gagner, ou à ne pas perdre. Mais le problème, c'est que pour obtenir le remboursement, déjà il faut que je développe le truc, donc je vous ai dit des millions, que je fasse des études cliniques, alors c'est d'autres millions, et puis c'est des années tout ça. Et je me suis dit ouais c'est bien, ça va être bien au final, mais pas maintenant. Moi j'ai regardé les laboratoires pharmaceutiques, poche profonde, grosse compétition, comment est-ce qu'ils peuvent se démarquer? Moi je peux leur apporter un truc. Et pareil pour les fabricants d'inhalateurs, les fabricants de matériels médicaux, ce genre de trucs là, ils font des milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel aussi. Hein. Si je leur fais gagner un marché, ils ont les poches profondes, ils peuvent payer. Donc, moi, mes 2 clients, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok? Après, qui je connais le mieux, avec qui j'ai le meilleur accès? Quelle est ma légitimité par rapport à un acteur? Alors, dans les fondateurs, on a 2 médecins, un professeur et un médecin, qui sont tous les deux à la Pitié-Salpêtrière, donc le professeur de toute la pneumologie de la Pitié-Salpêtrière, KOL. Qui est-ce qu'on connaît? Eux connaissent. J'ai des hallucinations parfois. Qui on connaît? On connaît les laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils viennent les visiter tout le temps, les médecins. On connaît moins les fabricants d'inhalateurs.
Est-ce qu'on est reconnu? Oui, parce que parmi les deux médecins, il y en avait un qui avait fait des vidéos avec tous les inhalateurs du marché pour que les patients y prennent mieux, et que les pharmaciens avaient un peu, les laboratoires pharmaceutiques avaient un peu financé, donc par la société savante. Est-ce qu'on a un savoir-faire? Bon, on est médecin déjà, et puis je sais un petit peu négocier. Et quelles sont nos motivations? Bon, là, j'en parlerai pas parce que finalement, j'ai découvert qu'elles n'étaient pas les mêmes entre moi et mes associés. Mais bon, vous avez remarqué qu'on a quand même un sacré tropisme pour aller voir les laboratoires pharmaceutiques. Poche profonde, gros besoin. Et après, je reviens à la première slide. Ça, vous connaissez évidemment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la courbe de répartition des clients pour un nouveau produit qui arrive sur le marché. Okay, au départ, on a les innovateurs et les early adopters, c'est ceux qui sont prêts à prendre tout de suite le truc. Ensuite, on a la première majorité, la late majority, puis les laggards. Les laggards, c'est vraiment les mecs, ils le prendront quand ça sera intégré dans un autre produit qu'ils utilisent déjà, donc ils ne le voient pas. C'est un super bouquin de Geoffrey Moore de stratégie marketing que je vous conseille. Et là, je me suis dit, on a 6 laboratoires en France, il y a grand chose qu'on ait un innovateur. Donc on avait fait un tour des laboratoires pharmaceutiques français, puis il y en a un qui a dit « Moi, ça m'intéresse. » Moi, ça m'intéresse, ok. D'ailleurs, je voudrais acheter votre boîte. Je dis « Ah, elle n'est pas encore créée. » C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, je suis intéressé par faire le chiffre d'affaires. Et il m'a fait « Ok, c'est combien pour développer... » Enfin, je suis intéressé par faire le chiffre d'affaires, il faut quand même que j'ai une proposition. Et moi, je vous propose que pour notre preuve de concept, on intègre vos inhalateurs en premier. Pas ceux des concurrents, mais les vôtres, ou un des vôtres. Ok, d'accord, combien vous voulez? Alors, je savais, je m'étais renseigné, je savais qu'un service marketing était capable de lâcher 100 000 euros. J'ai dit, bah, 100 000 euros. Il m'a fait, ok. Là, j'ai fait, ah, je crois qu'on est parti. Donc, ils ont fait un chèque de 100 000 euros pour qu'on crée notre prototype, avec leur inhalateur dedans. Donc ça nous a pris 6 mois, on a dit qu'on ferait 6 mois, on l'a fait en 6 mois, par contre il faut délivrer. On l'a fait en 6 mois. Et ça a marché. Donc après ils ont réfléchi un petit peu. Évidemment on les a un petit peu aidés. Et là ils ont fait, bon moi je leur ai dit, si vous voulez, nous on intègre tous les inhalateurs dans le premier produit, quoi. Ils ont fait ok. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont lâché 600 000. Alors évidemment, à chaque fois, moi je vais chercher une subvention, des aides. Ça nous a pris 2 ans pour développer le truc, pour que ça marche. Et après, on a dit, ce serait quand même pas mal si c'était remboursé par la Sécurité sociale, comme ça. Ah oui, parce que le deal, c'est ça, c'est qu'en plus, une fois que ça a été prêt, donc c'était il y a 1 an et demi, on a dit, pour vous, l'intérêt c'est que les médecins sachent que ça existe et que vos inhalateurs sont dedans, évidemment c'est à ça qu'on pense. Je dis, ah, c'est cool, ça, on pense bien tous les deux en phase. Donc on a fait ce qu'on appelle du co-marketing. Co-marketing, donc ils ont proposé avec leurs 120 visiteurs médicaux aux médecins de France, ils ont présenté notre application pour qu'eux utilisent cette application pour qu'ils usent les prescriptions. Donc force de frappe commerciale, 120 commerciaux, plus la force de frappe marketing. La force de frappe marketing, c'est de la publicité, c'est des emplacements au congrès, ils nous ont tout construit en fait. On a été borlotés. Et puis après ils ont fait, mais vous savez, il n'y a pas que la France. Il y a Mexique qui sont intéressés, on peut discuter avec l'Italie, l'Espagne, on peut discuter avec la Chine, on peut discuter avec plein de gens. Internationalisation, donc ils ont tout porté. Okay. Et en plus, ils payaient à chaque fois qu'un utilisateur utilisait notre application. C'était ça le deal. Contre quoi? Contre une exclusivité temporaire de l'utilisation, de la présentation de notre outil auprès des médecins. Temporaire, tant qu'on n'a pas discuté, tant qu'on n'a pas négocié avec un autre de leurs concurrents. Voilà, donc ils ont lâché à peu près 1,2 million, puis après on a dit, voilà, maintenant ce serait pas mal que vous arrêtiez de payer, que ce soit la sécurité sociale qui paye, donc on va faire une étude clinique, et est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Donc ils ont payé la moitié de l'étude clinique. Voilà où on en était quand je suis parti. Mais voyez, on peut créer une société et commencer par vendre, dans la l'occurrence un PowerPoint,
Mais il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres choses à faire. Ça, c'est qu'un des exemples. Et il y a des gens qui sont encore plus intelligents que moi, enfin, excusez-moi, qui sont beaucoup plus intelligents que moi, et qui ont trouvé des méthodes alternatives super sympathiques. Ok? Alors. Oui, donc ça, c'est la chaîne des acteurs on a déjà dit, hein, qui peut payer, qui a un besoin fort, qui en a un accès rapide. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que le business model, il n'est pas figé, d'accord? Donc si vous regardez la première ligne, on a fait payer par le laboratoire pharmaceutique la construction de notre application, ensuite on a fait payer le run, donc le lancement de l'application auprès de commercial, et puis l'idée, c'est d'obtenir un remboursement par la sécurité sociale, in fine. Et on s'est dit qu'on pourrait appliquer ça sur d'autres domaines que la respiration. Ok. Autre caractéristique du cafard. Les cafards se reproduisent extrêmement rapidement. L'idée, c'est de trouver des financements non dilutifs. Dans le financement non dilutif, je sais plus ce que j'ai mis après. Alors, l'idée, c'est de démultiplier l'effet du chiffre d'affaires. Okay, on a évidemment obtenir des subventions, des aides, etc. On a plein de méthodes, il y a plusieurs méthodes pour arriver à lever des fonds non dilutifs, que je ne présenterai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a des gens très intelligents et très malins qui ont trouvé des méthodes vachement intéressantes, j'ai tout mis dans le bouquin, parce que celles sont vraiment balèzes. Et qui permettent de garder le contrôle, d'accord? Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'optimisation de la trésorerie. L'optimisation de la trésorerie, notamment quand on fait du chiffre d'affaires. Trois règles simples. Encaisser tôt, décaisser tard, et avoir les poches profondes. Donc on va parler d'encaisser tôt et décaisser tard. Encaisser tôt, je vais vous donner plein de petits trucs que si soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas, et dans ce cas-là, il faut les appliquer parce que c'est assez simple à mettre en place. Encaisser tôt, l'idée, par exemple, les avances clients. C'est idéal pour avoir le BFR négatif dont on parlait tout à l'heure. Si c'est pas possible, il faut demander des acomptes. Enfin, si la personne ne veut pas payer d'avance comme ils ont fait le laboratoire pharmaceutique, on peut discuter de différentes possibilités. Demander des acomptes, c'est dire ok, on se lance sur le truc, mais bon, ça peut payer quand même 30% au départ parce que moi, ça me permet de payer, moi, je sais pas trop quoi, mais je dis n'importe quoi, mais mes sous-traitants, du produit que j'achète, du matériel, des salaires. Et si tu peux me payer à mi-parcours, et puis si tu peux me payer à la fin, mais le moins possible que je préfère en avant. Voilà. Il faut discuter, n'hésitez pas à discuter, surtout en leur expliquant le pourquoi vous avez besoin d'avoir cet argent plus tôt pour pouvoir délivrer un service plus propre, plus carré, plus rapide. Évidemment, ceux qui font du SaaS, c'est ceux pour lesquels c'est le plus facile, mais c'est possible dans tous les cas. On l'a vu tout à l'heure pour un produit qui n'existait même pas. Et c'est particulièrement intéressant pour les clients qui sont très longs à payer. Vous savez qu'il y a des clients qui payent à 6 mois. Et là, c'est un BFR qui explose. Donc il vaut mieux leur demander de payer d'emblée et de leur dire je ne pourrais pas commencer tant que j'ai pas l'argent. Ah, bah là il paye plus vite. Ok. Autre idée technique, la facturage, que vous connaissez certainement pour certains. Ça permet de renforcer votre trésorerie. C'est quoi en fait? C'est de trouver un organisme extérieur, une banque ou autre, qui va vous avancer l'argent une fois que vous avez émis la facture. Donc c'est ce qu'on appelle des facteurs. Donc ça se passe en 3 temps, en 4 temps. Vous allez établir un contrat avec un facteur, ça peut être votre banque ou ça peut être un autre organisme, qui lui va vérifier votre solvabilité, parce qu'il faut que vous ayez... Non, la solvabilité de votre client, pardon, parce qu'il faut qu'il puisse payer, parce qu'il ne faut pas que le facteur se retrouve les 4 pattes en l'air. Ils avancent l'argent en 48 heures en général, et des fois c'est un peu plus long, c'est un peu chiant administrativement, mais 48 heures au lieu de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, 5 mois, 6 mois, et c'est eux qui vont s'occuper de récupérer l'argent après. Ok. Ça a toujours un coût, un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires, mais bon, au moins vous allez avoir une trésorerie qui est un peu plus solide. Alors, il y a des facteurs qui sont il y a plein de spécialisations. Si par exemple votre client c'est l'État, il y a des facteurs qui sont spécialisés là-dessus. Si vos clients sont étrangers, il y a des facteurs qui sont spécialisés là-dessus. Si c'est un État étranger, il y a un facteur qui est spécialisé dessus, notamment BPI France. Pour les SaaS,
Alors quand c'est une SaaS, ils adorent ça, ils sont capables de vous payer un an d'avance, vous dites voilà, ça c'est mon chiffre d'affaires l'année dernière, même mes prévisions, et ils vous avancent l'argent que vous n'avez pas encore touché, que vous allez toucher sur les 12 prochains mois, ils sont capables de l'annoncer. Après les annonces bancaires, facilité de caisse, tout ça vous connaissez plus parce qu'on a tous ça personnellement, enfin en tout cas j'espère que vous en avez, si vous avez un problème. Donc annonce bancaire, décalage de trésorerie, autorisation de découvert, intéressant notamment si votre activité est saisonnière, parce qu'il y a des trous, par exemple l'hiver, si vous avez un camping d'été, et inversement l'été quand vous avez une station de ski. Si vous avez des stocks importants de matières premières qu'il faut garder longtemps, si vous avez des charges importantes saisonnières, etc., ça vous pouvez discuter avec vos banques. Mais ça marche que si, évidemment, vous avez des résultats qui ont été positifs et des bilans que vous pouvez leur montrer. Ce qu'il faut savoir aussi, et d'ailleurs moi je vais interroger une banque, je vais interviewer parce que j'ai un groupe d'entrepreneurs cafards à qui je présente des gens, mais comment est-ce qu'on peut obtenir des prêts bancaires quand on est start-up? C'est quand même pas super simple, mais c'est possible. Et une des choses à savoir, c'est que souvent quand ils font des prêts bancaires, eux-mêmes sont assurés, par notamment PPI France ou d'autres organismes. Et il faut leur démontrer en gros que vous êtes capable, enfin que votre trésorerie va tenir au moins les 6 prochains mois, parce qu'après les 6 prochains mois, eux sont assurés. Donc en fait, ils ne veulent pas vous casser la gueule avant que l'assurance se mette en route. Donc c'est un truc à savoir qu'il faut démontrer dans vos projections que voilà, la trésorerie tiendra au moins 6 mois. Le leasing est prêt à longue durée. Vous vendez du matériel. C'est un peu comme quand vous achetez une bagnole. Vous savez, on vous dit, voilà, vous pouvez l'acheter cash, mais vous pouvez l'acheter en leasing, etc. Ça, vous pouvez faire la même chose avec vos produits. Il y a des organismes spécialisés là-dessus qui font ça. C'est pas votre banque, mais ça va être un organisme qui travaille avec d'autres banques. Et sinon, il y a Locan, qui travaille avec personne, enfin avec aucune banque, mais qui fonctionne. Moi, je l'ai utilisé pour ma première boîte. C'est hyper intéressant. En gros, vous dites, voilà, moi je vous vends mon produit qui coûte un peu cher, je vous vends sur 3 ans, 4 ans, ou faites la location longue durée. Ce que va faire l'organisme, il va vérifier votre solidité, dans un premier temps, savoir est-ce que vous êtes capable d'assurer la maintenance ou le service pendant ce nombre d'années. Donc vous allez fournir encore une fois vos bilans. Vérification, ils vont vérifier la solvabilité de votre client, qui est-ce qu'il va être capable de durer dans le temps. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils vous achètent le produit. Donc le truc que vous louez, que vous avez dit, je vais vous louer pendant 4 ans, en fait, eux, vous l'achètent. En fait, vous avez tout l'argent d'un coup, sur les 4 ans d'avance. Okay. Et eux vont gérer le leasing, c'est-à-dire ils vont récupérer l'argent tous les mois auprès du client, là, si le client déconne, ils vont forcer. Et ils ne reviendront pas vers vous. Ce qui est le plus beau dans l'histoire, c'est que si le client continue à louer le truc après, le matériel qu'on vous a acheté, et ben ils vont continuer, enfin la société là, va vous continuez à vous payer la location supplémentaire que finalement le client a décidé de faire. Ok, donc au moins 4 ans d'avance, plus peut-être des extras. Alors décaisser tard, bon, c'est simple, négocier avec vos fournisseurs pour payer le plus tardivement possible. Pour ça, le plus simple, si vous avez des bilans qui sont solides, vous allez rassurer. Et ok, d'accord, je le fais, facilité, 2-3 mois, tu me payes. Il faut être bon client, il faut vous payer en temps et en heure. Ça rassure. Et il faut avoir un track record propre. Et ça, il faut le faire, il faut penser à le faire. Comme souvent les startups, surtout celles qui lèvent des fonds, ne pensent jamais à négocier les prix. En fait, tous négocier. Tout le temps. Et ça, il faut le faire. Moi, au départ, je ne le faisais pas, mais après, j'ai appris qu'il fallait le faire. Tous négocier. Il ne faut pas avoir peur de le faire, parce qu'eux, ils ont déjà... Enfin, le vendeur, vous allez, même si vous allez acheter un truc en magasin, une veste, pantalon, combien tu le fais, quoi? Bah, je t'en prends 2, tu vois. C'est le souk, comme le souk, comme un fez. Oui, donc tous négocient, et eux, ce qu'il faut savoir, c'est que les vendeurs, eux, ils savent qu'il y a une marge déjà, enfin, ils ont préparé une marge de négociation, donc il faut y aller, quoi. Il faut taper dedans, Après, il ne faut pas trop exagérer, il ne faut pas le tuer, mais ils vous disent, attention, je ne peux pas faire plus.
Et puis vous pouvez vous appliquer du leasing. Si vous investissez dans le matériel assez cher, vous pouvez aller voir votre banque ou un organisme et dire voilà, moi je vais l'acheter, mais en leasing. Donc vous étalez, vous, les coûts sur plusieurs mois, voire années. Ok. Voilà. Alors je n'irai pas sur les poches profondes parce que c'est un gros chapitre et qu'on n'a pas le temps, mais on peut faire de levée de fonds, j'ai déjà répété, et je le répète encore, de plusieurs centaines, voire plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros sans toucher au capital. Quelques espèces peuvent voler sur des courtes distances ou planer à la jambe pendant des nuits chaudes. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des très gros cafards, super spécialisés, super forts. Le plus grand serial entrepreneur de cafards de France, Xavier Niel, il a créé je ne sais pas combien de boîtes, toutes cash flow positives, et il a 100% des parts. Donc Free, ce qu'il a rendu, c'est la deuxième fortune de France, hein, c'est un gros cafard. Enfin, c'est un gros éleveur de cafards. Donc Free, Société.com, alors le Minitel, tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a fait après, le Monde, il a racheté une partie du Monde, vous savez qu'il a racheté une partie. C'est le seul journal, grand tirage de France, qui est cash flow positif. Il est arrivé, il a fait attendez, tac, 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 poum, allez, hop, c'est revenu positif. Mailchimp, que vous connaissez peut-être, ils n'ont jamais voulu avoir laissé entrer un investisseur et se sont vendus 12 milliards. Red Bull, gros cafard, ils n'ont jamais rien lâché. Et puis c'est plus le Red Bull, juste la boisson maintenant, c'est les équipes de foot, c'est les bagnoles, c'est les challenges, et ils sont cash flow positifs partout. C'est aussi énormément marketing. Enfin, Red Bull maintenant c'est plus un concept que une boisson. Ça c'est juste pour vous donner des exemples, pour vous montrer que c'est possible. Alors les cafards ont des protéines spéciales qui sont 5 fois plus riches, que le lait de vache. D'ailleurs, il y avait des Japonais, je crois, qui voulaient essayer de faire du lait de cafard avant notre consommation. Je ne sais pas si j'arriverai jusque-là, mais... Voilà. Quels sont les avantages des startups? Liberté, j'écris ton nom, c'est le premier truc qui sort de toutes les personnes, tous les fondateurs, les entrepreneurs qui font des cafards, c'est je veux rester libre, ne pas dépendre des investisseurs, de leur choix. 100% des investisseurs qui font ça consciemment, volontairement, parce que les fonds font involontairement parce qu'on n'arrive pas à lever les fonds. Vous savez, vous connaissez le pourcentage de startups qui lèvent des fonds en France chaque année? Vous savez combien il y a de startups en France? Bon, on recommence à la base, les enfants. Alors, combien est-ce qu'il y a de startups en France? Qui 2000. 2000. Ouais. 100 000. Ouais. Ça fait une fourchette de fou. Bon, je vais vous aider déjà. Il y a 4 500 000 entreprises en France. Donc c'est moins de 4 500 000. 300 000. Combien? 300 000. 300? Qui dit mieux? Aujourd'hui, enfin en 2023, il y avait 15 000 startups en France. Alors, les startups, il n'y a pas de définition, hein, donc du coup, ça va entre 11 et 17 000, mais on dit qu'il y a 15 000 startups en France. Donc 3 500 qui sont créées l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aussi qui sont morts. Ok. Et donc, quel est le pourcentage de startups qui arrivent à lever des fonds chaque année? 2%? 10? Hein? 1? Non, j'ai dit H-E-I-N. Hein? Qui dit 30? 30? Non, pardon, 30. Je vais vous le faire la parisienne, si vous voulez. Moi, je peux faire la parisienne déjà. Par contre, je peux le faire à Stéphanois. Ça, c'est encore un autre accès. C'est 7%. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Hein. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent cafards involontairement. Et le pourcentage de startups après-crise qui sont devenus des cafards, entre guillemets, même s'ils ne le voulaient pas, aujourd'hui, il y a combien de startups qui font des bénéfices? Hein? Chantal, En pourcentage. à la moitié. Non, c'est pas. Monsieur est optimiste. On va dire 5%. 10. Hein? 30. Bravo. Ah, championne. 30%, mais depuis la crise, parce qu'en fait, on les a obligés de devenir cash flow positif.
C'est là le train de décaler les questions. 300%, c'est ça? J'ai décalé à 0. Bref. C'est-à-dire que 70% n'en font pas. Hein. Bah, 70%, et ben les 70% qui meurent entre 2 et 5 ans, évidemment, ça colle presque. Oui, donc la liberté, donc ce que je disais, c'est 60% d'entrepreneurs qui suivent cette stratégie de manière consciente, qui le veulent, citent ça en premier. D'accord? C'est quoi le truc? La liberté, c'est pas avoir pour les investisseurs, pas avoir faire des AG, enfin des machins, des trucs avec des gens qui me disent ouais, non, je suis pas d'accord, faut faire comme ça. Moi, vous savez que le deuxième tour de table de ma première start-up, le mec, j'ai mis 3,3 millions à ce deuxième tour de table, et donc ils sont 3 à avoir mis beaucoup, 1,1 million chacun. Premier conseil d'administration, il y a un de ces investisseurs qui me dit qu'il me trouve de gros connard. Je viens de mettre 1,1 million dans la boîte, et tu viens m'insulter là. Voilà, ça se passe un peu comme ça des fois. Donc, pas de potes investisseurs, et pas de gros connards. Donc ça nous laisse la liberté du choix stratégique de ce qu'on veut faire, et il n'y a pas d'objectif divergent. D'ailleurs, une citation de Xavier Niel, vous savez, le serial entrepreneur de Qatar. Les investisseurs, c'est quand il a fait 2 levées de fonds, une de 5% et une autre de 5 ou 10%, je crois. La première fois, c'était pour lancer la box et tirer les câbles de Free, et la deuxième fois, c'était pour le téléphone, le lancement du téléphone mobile. Donc il cède 10% à la bourse. Et puis après, il dit, mais en gros, il les a traités de cons, quoi. Ils ont des objectifs de court terme, moi, c'est une vision long terme, donc ils rachètent toutes ces barres. Donc, deuxième avantage, l'efficacité. On a peu de trésorerie au départ, surtout les 2-3 premières années. Donc il faut se débrouiller avec les moyens du port, et là, ça rend inventif. On va dépenser uniquement, utilement, pour être rentable. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dépenser, c'est pour avoir un retour sur l'investissement. Donc par exemple, on ne va pas embaucher à tour de bras, comme on fait par exemple quand on lève des fonds, les investisseurs disent « Dans ton pupé, t'as dit que tu embauches chez 50 personnes ce mois-ci, tu les embauches. » Elle embauche 50 personnes, déjà. 2, ça va être du n'importe quoi, vous allez baisser vos critères de qualité, parce que pour les avoir tous, ça va dire bah, je prends le soir, je prends le soir. Comment est-ce que vous allez les intégrer dans la boîte? Comment vous allez faire passer votre culture d'entreprise? 50 qui arrivent, vous êtes 10, c'est impossible. Parce que le mois prochain, il y en a encore 25 dans mes putain, pourquoi on a fait ça? Donc on ne garnit que les postes nécessaires et on va réfléchir, est-ce qu'on externalise ou pas? Si on externalise, c'est beaucoup plus rapide pour que la personne soit efficace. Déjà, si on embauche, 1, il faut décrire le profil, 2, il faut publier, 3, il faut recevoir les gens, 4, quand on a choisi un, ok, super, mais le mec il est embauché. Donc, en fait, on met déjà 4-5 mois avant d'embaucher la personne, puis après il faut tout lui apprendre. Donc, encore plus pour plusieurs mois à lui apprendre, puis ça embolise une personne en interne. Alors que si vous externalisez, la personne est déjà compétente dans votre domaine, et c'est du jour au lendemain quasiment. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est un peu plus cher, mais ça va beaucoup plus vite. Et vous allez gagner du temps. Et en plus, si vous voulez arrêter, vous faites un truc, ouais, moi je t'embauche de telle date, ou alors sur tel projet, et après on arrête. Faites ça avec un CDI, on en reparle. Surtout si le projet vous pivotez et que la personne devient inutile, c'est compliqué. Donc on va maximiser tous les investissements. Donc l'idée c'est de faire avancer un projet, on dépense pour survivre quasiment, donc on ne plaisante pas, quoi. Et l'idée c'est de faire augmenter, donc ça augmente la valeur de l'entreprise. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ça pousse aussi à négocier auprès de ses fournisseurs. Ouais, c'est pas investisseurs, c'est fournisseurs. Donc on obtient des prix raisonnables. Les prix raisonnables, ça veut dire que c'est bien pour vous, mais c'est aussi bien pour lui, parce qu'il faut qu'il puisse continuer à vous aider. Ça rend inventif. On n'a pas les moyens d'une grosse boîte pour excusez-moi, je ne comprends pas ma phrase. Pas les moyens du suréquipement poussent à l'inventivité. Ok. De s'acheter du sucre. J'ai écrit ça. Pardon. Non, pas les moyens d'être luxueux. Voilà, pas les moyens d'être luxueux. J'ai écrit ça dans le train ce matin. Merci. D'ailleurs, tiens.
quand tu m'as place parce que toi, tu sais ce que je veux dire. Il faut juste rajouter le tiret entre suréquipement du. Ah, du suréquipement, pas moi, le suréquipement pousse l'inventivité. Merci, merci, vous êtes fort. On a une intelligence collective aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas acheter une voiture si je l'utilise que 2-3 fois par mois pour aller à des trucs. Je vais louer le temps de l'utilisation. Et par exemple, il y a une maxime chez Free qui est débrouille-toi avec les moyens du bord. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est grâce à ça que Free ils disent bon ok, on veut développer une box, ok, démerde-toi. Ok. Et ben je vais prendre quel logiciel. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, démerde-toi, c'est vrai. Voilà. Donc ils sont allés chercher des logiciels open source, ce qui a augmenté la valeur interne d'entreprise parce qu'ils ont développé des outils en interne. Donc c'est l'immobilisation à minima, plus l'utilisation qu'on va en faire après. Ça leur permet de maîtriser leur technologie et de proposer des services innovants. Je sais pas, le dernier truc qu'ils ont lancé, c'est Oki by Free. Je sais pas si vous connaissez. Ça permet en gros d'avoir accès. C'est comme si vous aviez Netflix, sauf que c'est avec toutes les chaînes gratos. Et du coup, ils font du replay sur toutes les chaînes gratos, donc on a plein de films quoi. Gratos. Free. Si. Voilà, t'as rien compris. Ok. Ça pousse l'inventivité, vraiment. D'ailleurs, il y a pas mal de boîtes qui, comme ils ont développé des outils en interne, du coup, ça se vend, ça, non? Ah oui, par exemple. Et hop, on a développé un produit en interne qu'on peut aller avant, plutôt que d'aller payer un truc, on gagne de l'argent. Et puis le focus business. On revient à la grosse, enfin en tout cas à la thématique de cet accélérateur. Donc focus business plutôt que de lever des fonds. Quand on lève des fonds, c'est au minimum 50% de notre capacité, de notre mental qui focus là-dessus. Donc c'est tout du temps qu'on passe pas sur du chiffre d'affaires ou sur le développement du bon produit, etc. On va chercher donc comment on fait un focus business. On pense au client. Le client, comment est-ce que je peux l'aider, comment est-ce que... Donc je vais chercher l'intérêt du client. De quoi il a besoin là maintenant? Je vais développer un nouveau service, comme ça va l'aider. Comme on en recherche de satisfaction, parce qu'une fois gagner un client, c'est beaucoup plus cher que de le retenir, vous êtes d'accord? Une fois que vous l'avez, après vous pouvez continuer à travailler avec lui. Donc vous allez faire des enquêtes de satisfaction, puisque je suis là, je pense. Et vous allez adapter votre produit en fonction de ses besoins. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé qu'il y reste qu'il y ait ça en plus. On va le rajouter, comme ça va plaire aux autres. Donc vous avez un produit qui évolue grâce aux besoins du client et qui va être vraiment adapté. Vous allez pouvoir proposer aussi des nouvelles solutions en fonction des marchés que vous allez viser, de nouveaux marchés, puisque vous allez chercher des nouveaux marchés. En général, on en a pas parlé dans la stratégie globale, mais il y a plusieurs stratégies, notamment la stratégie de la niche, où on va essayer de choper, enfin quand on est face à un très gros, on va prendre une petite niche sur laquelle il n'est pas, puis on va se développer là-dessus, puis après on va prendre une autre niche à côté qui est un peu plus grosse, etc. Vous allez chercher régulièrement des nouvelles niches avec des nouveaux clients à satisfaire, qui va peut-être à peine faire évoluer votre produit, mais qui va s'adapter à eux. Et donc vous allez proposer des nouvelles solutions. Et donc vous allez rechercher des nouvelles niches, donc des nouvelles cibles, sans arrêt. Focus business plutôt que lever des fonds. Comment est-ce que je peux aborder cet investisseur? Comment je peux satisfaire ce client? Nous, surtout les garçons, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Les filles, oui, mais nous, non. Peut-être que les filles peuvent lever des fonds et faire du chiffre d'affaires en même temps, mais bon, bref. On va passer cette question de genre. Ah oui, la culture d'entreprise, hyper intéressant. La culture d'entreprise, comme facteur de cohésion, ça c'est écrit par une personne qui s'appelle Thibaut Renouf, la société Partout, beau cafard. Partout, ils font. Vous savez, quand vous cherchez, par exemple, l'épicerie, cinéma ou ce que vous voulez sur Internet, vous allez tomber sur Google Maps. Google Maps, il y a des horaires de jour. Pareil sur d'autres plateformes. Ils ont fait c'est très chiant à gérer pour les commandes, parce qu'ils t'as pensé à changer les horaires sur Google Maps, sur Maps, sur Facebook, sur trucs. Et ils ont fait un hub où ils réunissent tout ça pour commencer. Puis après, ils ont développé parce qu'ils ont satisfait les clients. Donc, ils ont développé, ils ont fait la réponse aux clients, donc les étoiles, et puis les commentaires. Et puis après, bref, ça c'est leur business model. Ils sont aujourd'hui 450, ils font 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont réussi à lever 15 millions d'euros au monde dilutif. Si vous payez un verre de rouge ce midi, je vous expliquerai comment.
Et oui, voilà, c'est pour ça. Donc il a écrit un bouquin, et dedans il explique que voilà, la culture d'entreprise, c'est un facteur de cohésion, parce que quand on a une culture forte, on va sélectionner les personnes, le type de personnes qu'on va recruter, qui ressemblent, enfin, qui sont culture d'entreprise compatibles, de notre entreprise compatible. Donc ça va aussi influer sur le management, etc. Et donc on va avoir des équipes qui sont un peu plus solides que si on les a embauchés de 50 personnes d'un coup. Prends-le, celui-là, il faut qu'on remplisse les quotas. Donc on va avoir les mêmes états d'esprit des recrues, donc on va garder l'équipe de la boîte, on va avoir une meilleure intégration de ces personnes, une meilleure ambiance, je le souhaite, et peu de turnover, parce que si les gens sont bien, qu'ils ont le même état d'esprit, ils vont pas se barrer. Et vous savez que le turnover, c'est vous embauchez une personne, on a dit tout à l'heure, il faut quasiment un an pour qu'elle soit optimum. Si un an plus tard elle part, il faut tout recommencer à zéro. Ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de temps, et ça prend du temps sur les gens qui sont en place, parce qu'il faut les former. Ça permet de traverser des moments difficiles, on ne va pas se cacher que même une start-up, même un Carrefour, ça peut avoir des moments difficiles de trésor. Et si les gens se sentent bien dans la boîte, et qu'ils aiment la boîte, ils vont tous ramer dans la même direction. Et ça, c'est hyper important, c'est dans ces moments difficiles, qu'on n'ait pas de défection, des gens qui tirent dans le sens. Ça permet des embauches individualisées, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'avait pas embauché 50, par contre, là, les deux, là, pour le mois prochain, il faut le faire, et on va le faire bien correctement. Donc, moi, je vais bien faire de manière qualitative, c'est-à-dire qu'on ne va pas baisser nos critères de qualité, on va vraiment les respecter. On aura le temps de transmettre les valeurs d'entreprise parce qu'on aura le temps de faire l'onboarding, de discuter avec eux, etc. etc. Okay, une culture d'entreprise importante. Et puis, ça donne aussi le temps de bien faire. On est un peu plus lent au départ, mais on va développer mieux. Au départ, quand je dis au départ, c'est les 3 premières années, c'est le moment où on a le moins d'argent, évidemment. Donc, d'un côté, on a le meilleur contrôle de la culture d'entreprise, on vient d'en parler. On va avoir un meilleur développement de produits. Donc, on va se focaliser sur les fonctions clés. Par exemple, Partout, je reviens sur Partout, qui avait des concurrents, qui avaient levé des dizaines de millions d'euros. Ils ont fait mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait que les paramètres qui étaient vraiment nécessaires pour que le produit fonctionne, alors que les autres qui avaient mis plein d'argent, ils ont rajouté plein de fonctionnalités qui étaient inutiles et qui foutaient un bordel noir sur l'ergonomie de leur outil. On va avoir un coût de développement moins élevé puisqu'on n'est pas prêt à faire n'importe quoi, on va vraiment se focuser sur ce qui est nécessaire, puis on n'a pas le temps de faire des tests qui peuvent coûter cher. Et sur la culture du service, oui, comme nos clients sont extrêmement précieux, on leur parle sans arrêt et on les écoute. Tous les feedbacks qu'ils nous font, on le prend en compte. 1, on améliore le produit. 2, ils se sentent écoutés, donc ils sont contents. 3, en plus, on améliore le produit en fonction de ce qu'ils ont demandé. Donc là, ils se sentent investis en plus. Donc, être à l'écoute du client, le SAV ultra, encore plus important, c'est ça, il y a un truc qui ne marche pas, on le répare tout de suite. Ils peuvent comprendre ça. S'il y a un bug et qui nous signale et qu'on ne fait jamais rien, ils vont se dire, bon voilà, c'est des charlots, ceux-là, je vais aller voir ailleurs. En tout cas, ils ne m'intéressent pas tant que ça. Si on répond tout de suite et en disant excusez-nous, etc., et ben, les gens ils vont rester. Et en plus, ils vont en parler. Ils disent, t'as vu, il y a un petit bug, je leur ai parlé, ils m'ont réparé direct, quoi. Ah ouais, c'est quoi déjà la solution? Ben, c'est ça. Ah ok, donc ils deviennent des ambassadeurs. Alors, les cafards sont des insectes nocturnes qui évitent la lumière. Alors, se cacher, il y a quand même des inconvénients quand c'est un type de cafard, ça arrive, c'est normal. Alors, un développement plus lent, surtout les premières années, on en a parlé, on a moins de cash que quelqu'un qui lève des fonds. Ok. Donc on peut perdre du terrain. Quand on a un concurrent qui est en mode blitzkrieg comme Uber, je prends tout le marché le plus rapidement possible, quitte à combien d'années pour qu'il fasse des bénéfices pour qu'il soit rentable? 15 ans. Ouais, bien. Enfin 14, mais j'accorde. Création 2008, premier bénéfice 2022. Voilà. Bon, évidemment, les fondateurs ne sont plus là. Hein. Mais bon, leur stratégie, c'est ça, c'est de prendre le marché, on en a parlé tout à l'heure, et puis après, faire en sorte qu'on puisse virer les chauffeurs, parce que comme ça, on fait des marges qui sont beaucoup plus grasses.
une fois que la voiture automatique existe. Hein. Donc on a une croissance commerciale qui est potentiellement moins rapide dans les premiers temps. Par contre, il y a des parades. Donc, je lui ai parlé tout à l'heure de la stratégie du co-marketing, prendre un gros partenaire bien costaud, avec plein de commerciaux et plein de pognon pour le marketing, qui va distribuer nos solutions à notre place. Pas beau ça. Des positionnements, alors les positionnements forts et différenciants, on va se mettre sur une niche, ou alors moi je suis comme ça, nous on est éthique, on a une banque éthique. Et, un petit message, private message, pour les mains. Et on a une banque éthique par rapport à des banques qui ne sont pas forcément éthiques. Donc voilà, on va attirer au moins une portion de la population qui a envie que son argent n'aille pas financer, par exemple, l'exploration pétrolière. Voilà, et puis des stratégies de niche, alors je vous en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais pour vous dire qu'on peut donc aller sur des niches et puis prendre niche après niche. Facebook à une époque était ultra dominant, était le seul d'ailleurs réseau social qui existait, pourtant Instagram est né. Pourquoi ils se sont focalisés sur une niche qui est on fait des photos et puis on fait des filtres. C'est ça le truc. Et ça a marché. Donc on peut arriver à grossir. Bon, après ils se sont fait racheter par Facebook. Ce qu'ils le voulaient bien. Moins de visibilité, il y a pas mal d'entrepreneurs, de startups GAFA qui se plaignent d'avoir moins de visibilité. Parce qu'en fait, une startup qui lève des fonds, on en parle partout, dans les médias, les machins, on fait un communiqué de presse, j'ai des 50 000 balles pour toi. Ok. J'ai des 500 000 balles, c'est encore mieux. J'ai 20 milliards, on en parle, tout le monde en parle. Mais voilà, nous on lève pas de fonds. Donc on ne peut pas dire, chef, il faut qu'on pas. Mais, donc oui, il peut y avoir des impacts sur le recrutement, c'est-à-dire qu'on a une renommée moindre, donc on peut être 2 fois plus gros, 10 fois plus gros même qu'un concurrent, on est moins connu. Donc par exemple, quand on recrute ou quand on va voir des clients, ils nous connaissent moins bien et vraiment qui on est. Ça, c'est un peu embêtant. Et il y a des parades, encore une fois. Communiquer sur d'autres types de financement, je vous ai dit qu'on pouvait lever jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros en monde exécutif. Eh bien, communiquons. Il y en a qui le font, par exemple, partout. La Fed, nous, on a levé 15 millions d'euros. En fait, quand on regarde, il n'y a peut-être pas levé 15 millions d'euros. Allez, je vous lâche l'affaire. Comment ils ont fait? Partout, start-up qui a démarré avec 2 associés, dont un qui était un business angel, qui se trouvait d'ailleurs être le directeur financier France d'Amazon. Partout se développe, fait du chiffre d'affaires, augmente son chiffre d'affaires, fait des bénéfices les 4 premières années. 5e année, oups, une petite glissade, chiffre d'affaires qui diminue un petit peu, vous allez continuer à embaucher, là il faut un petit déficit, moins 57 000 euros je crois, de tête. Ils se disent que là notre matelas n'est pas assez épais, et puis surtout il ne suit pas la taille de l'évolution de notre chiffre d'affaires. Le matelas financier c'est la trésorerie qu'on a en 4 couleurs. Okay, ils se disent bon, il faut qu'on lève des fonds, mais on ne veut pas lâcher de part de société. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un partenaire qui rachète les parts du business angels et puis des employés à qui ils avaient filé des parts et qui voulaient partir. Okay, donc ils rachètent juste ces parts-là. Ils ont trouvé. Alors là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'ils font pour lever des fonds? Parce que là, ils n'ont pas levé de fonds. Cet acteur, ils lui ont dit, écoute, le deal, c'est ça. Tu achètes les parts des autres, comme ça, tu as les parts de la société, t'en prends pas plus, on ne crée pas de nouvelles parts, donc on ne se dilue pas. Par contre, tu nous mets de l'argent au compte courant d'associé. Vous connaissez le compte courant d'associé? Tous? C'est moi qui ne connais pas, c'est pas grave. Alors, compte courant d'associé, en gros, toi, en tant qu'actionnaire de la société, tu peux lui prêter de l'argent. En fait, toi, tu joues le rôle d'une banque auprès de la société et on ouvre ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Donc l'argent, la société te donne l'argent, comme si tu étais une banque, et d'ailleurs elle peut te rembourser en te donnant avec des intérêts. Et donc, dans un premier temps, c'était juste pour avoir un matelas de 2 millions d'euros, puis après ils se sont dit, attends, mais notre nouvel associé qui a des poches très profondes, c'est Webedia, l'associé en l'occurrence. Webedia, c'est Fimalac, c'est financière, Marc Ladré-Lacharrière, deuxième fortune de France en 2023, et qui marche bien, donc qui peut prêter beaucoup plus.
Ils se sont dit, bah, tiens, on va accélérer, on va abandonner notre sacro-saint bénéfice là, pendant quelques années, histoire d'aller plus vite, parce qu'on est dans tel pays, donc ils se sont donné un périmètre, surtout une mission. Et donc, Fimela, qui a mis 15 millions d'euros sur le compte courant d'associés, à utiliser quand ils veulent. Et donc, eux, ils ont fait un communiqué de presse en disant, voilà, on vient de lever 15 millions. Ils n'ont pas levé 15, enfin, ils ont levé 15 millions, mais ce n'est pas Voilà, merci. Je suis suivi à 3h du matin pour vous voir aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Donc il y a des parades, et communiquer, on peut communiquer même sur, voilà, on a eu les pays France, on a eu ceci, on a un nouveau brevet, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de communiquer. Nous, on avait la première start-up à iBrain, on a tellement communiqué qu'on avait on avait à peu près 15, 20 ou 30 articles, radio, télévision par mois sur notre boîte. Les gens pensaient qu'on était un truc mais international, hein, on était loin, quoi. Les réseaux sociaux, oui, on peut communiquer via les réseaux sociaux. Vous connaissez tous Team for the Planet, j'imagine. La force de frappe de communication de ces gens, quoi. Et si on a une bonne stratégie, ça marche. Asphalt aussi, vous connaissez, enfin peut-être plus les garçons que les filles d'ailleurs. Non, vous connaissez pas? Si. Alors, les filles, non. En fait, Asphalt, c'est une marque de fringues pour hommes, pas pour les filles. Hein. Donc, c'est une marque de fringues pour hommes. Alors, c'est un homme un petit peu costaud qui aime bien l'huile et les voitures, grosse mécanique, et qui cartonne sur Facebook parce qu'ils savent viser donc les hommes et pas les femmes pour communiquer. Et bon, je ne vous raconte pas toute la stratégie, mais c'est vachement intéressant à analyser, c'est dans le livre. Petite publicité. C'est dans le livre, c'est tout expliqué dedans, comment ils ont fait pour arriver à cartonner avec les réseaux sociaux. Et dernier point, je crois, non, c'est avant-dernier point, les investisseurs, le besoin de mentorat. En fait, les investisseurs, c'est pas nul non plus, hein. Ça apporte des choses, notamment du réseau, de l'expérience, parce qu'ils ont vécu dans plusieurs boîtes, ça apporte du conseil. Et si on n'a pas d'investisseurs, on a ça en moins. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de trouver les bons fournisseurs, les bons partenaires, de challenger notre stratégie aussi. Ouais, t'es d'accord, non, pourquoi, comment est-ce que tu verrais les choses? Et c'est un point d'entrée souvent chez les clients. Donc on perd tout ça, ce mentorat. Et ce que disent certains cafards, c'est que la parade, c'est de trouver les mentors qui vont nous accompagner. Je suis un mentor. Des experts, créer des comités médicaux, comités stratégiques, comités marketing, vous mettez des gens, des experts, vous discutez avec eux, et ça va vous permettre de pallier justement ce manque de conseils. Tout est filmé, hein. Donc vous pourrez regarder le replay. Il faut prendre des notes à toute vitesse. La valorisation aussi, il peut y avoir des petits stats sur la compréhension de la valorisation de la boîte. Parce qu'on a un parcours atypique. On ne fait pas le seed, la série A, série B, série C. Et eux, ça, entre seed, voilà, c'est entre 150 et 100 000 euros, ou 300 000 euros. La série A, c'est entre 100 et... Enfin bref, voilà. Ils savent combien vaut la boîte par tranche. Sauf que nous, on ne fait pas de série A, on ne fait pas de levée. Donc si un jour on veut des investisseurs, les mecs, ils font... c'est pas... Ça, c'est la réponse. Je ne sais pas combien vous valez. Ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement, quand vous levez des fonds, les mecs, ils veulent... Quel pourcentage des parts? C'est marqué sur le même temps, mais... Bien. Qui suit? Les mecs, qui lisent. Ils veulent 30% des parts. Vous savez qu'en 2023, en seed, la moyenne de cession des parts, c'est 28%. Série A, 28%. Série B, 26%. Toujours. Voilà. Tu lèves 50 000 euros, c'est ta série, c'est ton seed, 30% je prends. Tu veux 1 million, 30% tu prends. Tu veux 10 millions, 30%. C'est con. C'est-à-dire que si vous avez besoin de moins d'argent, ils vous prennent quand même le même nombre de pourcentage de parts d'associés. Donc il faut demander plus du coup. Sinon c'est cool. Mais voilà, quand nous on a un besoin, bah voilà, 30%. Alors, on négocie, ça tombe à 28, mais voilà. Donc voilà, ils sont perdus, les pauvres investisseurs. Et en plus, on leur montre un BP réaliste. Alors, une wannabe licorne, j'appelle ça des wannabe licornes. Les wannabe licornes, ils disent, bah,
tout pété, l'année prochaine on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année d'après 25 millions, on fait x2 chaque année, etc. Nous, on sait ce que c'est que le vendre, d'arriver à avoir un nouveau marché, combien est-ce qu'on va gagner. Donc on leur montre un truc normal, quoi. Les mecs ils font c'est nul. Bah ouais, mais c'est la réalité, mec. Voilà, donc la parade, c'est faire des levées de fonds alternatives avec, comme je vous ai dit, je vous en ai présenté une finalement, qui est le compte courant associé, mais il y en a plusieurs autres qui sont vachement intéressantes avec des gens qui ont l'habitude d'investir dans des startups qui font du chiffre d'affaires. C'est bon que je Alors, qu'on le teste ou qu'il fascine, le cafard, personnellement, le cafard, quand j'en ai rencontré un la première fois, j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors, qu'on le déteste ou qu'il fascine, le cafard possède des atouts insoupçonnés, qu'ils envahissent ou pas notre maison. On arrive à la conclusion du jour. Alors, la stratégie cafard est-elle faite pour tout le monde? Elle n'est pas posée de question, mais oui. Alors, elle peut fonctionner pour tout le monde. Elle peut fonctionner pour n'importe quel type de business. Okay, mais ça dépend des objectifs des fondateurs. Est-ce que vous avez envie de garder l'entreprise longtemps, de la développer, vous avez une vision à long terme, ou est-ce que votre idée c'est juste de développer un truc et puis vite le revendre? C'est pas la même chose. Si vous voulez la première part, c'est un bouchon, je viens de voir. On arrive. Si on... Ça m'a perturbé. Si on est où là? Ah oui, pardon. On veut sortir plus tôt. Voilà, si on veut sortir tôt et si on veut faire du pognon. Allez lever des fonds, grossissez, faites ce que vous voulez, allez mieux avoir 1% d'un truc qui vaut 100 millions que 100% d'un truc qui vaut 100 millions. Non, ça marche pas. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est pour voir si vous me suivez. Voilà, si on veut garder le contrôle longtemps, faites un cafard. Si c'est pas votre intérêt, faites la licorne. Ça dépend aussi de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que je veux prendre tout le marché comme Uber? Est-ce que je vais attaquer frontalement des gros concurrents? Je vous rappelle Mistral. C'est Mistral, vous connaissez tous maintenant ces trucs. Ils ont levé, je sais pas combien, de centaines de millions d'euros en 3 ou 4 coups l'année dernière. Ou cette année? Non, c'était cette année. Ils ont levé quand? Au moment de la tech, le genre. Ah oui, et puis ils ont revu après, je crois. Ouais, c'est les énervés, ceux-là. Ouais, voilà, si on veut s'attaquer frontalement à des mammouths, parce que OpenAI c'est bien lancé, mais Claude, je ne les connais pas, mais Gemini c'est Google, on a Microsoft qui soutient GPT-4 et GPT-3, Llama c'est Facebook, et ils en devront quoi. Donc si on veut vraiment les attaquer frontalement, il faut les faire. C'est un choix, moi je suis plus sur la niche, chacun son problème. Mais voilà, ça dépend aussi de la stratégie d'entreprise. Conditions pour que la stratégie fonctionne avec le C et le N qui sont inversés. Là, il faut que les fondateurs, alors ça c'est une condition sine qua non, il faut être aligné entre fondateurs. Il faut se dire, ok, on y va en mode cafard, ok, t'es d'accord, on y va en mode cafard, ok, bon, on va faire du mode cafard. T'es sûr que tu veux faire du mode cafard? Parce que je veux pas que... Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma deuxième boîte, c'est qu'ils m'ont suivi. Et puis après, ils m'ont dit, mais non, on va lever des fonds, on va se mettre plein les fouilles. Ah non, ça m'intéresse pas. Ben oui, mais non, et puis on s'est pris la tête pendant un an, puis j'aurais dit, écoutez, voilà, prenez mes parts, allez, au revoir. Donc, ça peut tuer un projet, hein, quand les fondateurs s'entendent plus. Donc, je préférais vendre mes parts pour que le projet vive. Je suis pas sûr qu'ils s'en sortent bien, mais bon, chacun son problème maintenant, puisque j'ai récupéré une partie de mes sous. On n'a pas tout fini encore. Et oui, il y a l'autre problématique, c'est la résilience. C'est quand même... C'est costaud, quoi. C'est pas facile. Mais même quand on lève des fonds, c'est pas facile. Donc on peut se dire que c'est plus difficile d'être un cafard qu'une licorne. Je pense que les deux sont difficiles. Quand on lève des fonds, on a la pression des investisseurs. Les 6 premiers mois, ça se passe bien. La première année, ça se passe bien. La deuxième année, c'est « Ah, non, t'as pas respecté le PP, là. » Ouais, mais ça arrive, c'est un petit peu de retard. Oui, on a un peu dit, on peut pivoter. Non, tu vas pas pivoter. Si, il faut pivoter, là. Pardon? En général, le pivot par moyenne. La moyenne. C'est la chose de 2 ans. Qu'est-ce qui t'a choqué? Avec les investisseurs. Au bout de combien de temps ça clash? Ah, ça clash pas si ça marche. Comme tu veux. Mais ça...
Dès que tu commences à avoir des résultats beaucoup... Enfin, tu prends du retard partout, ça va dépendre de l'investisseur. Mais eux sont là pour 5 ans, donc ils vont s'énerver bien avant. Au bout d'un an, ils regardent, puis deuxième année, il faut relever les fonds, qu'est-ce qu'on a? Ok, troisième année, bon, ça va à peu près, encore de la trésor, quatrième année, il faut relever les fonds. Putain, tu fais chier là, tu m'as dit que... Et moi, ça a clashé au bout d'une semaine, la première fois. Enfin, la deuxième levée de fonds, le mec il me traite de connard, j'ai dit, il faut les États-Unis. Ah, connard, t'as rien compris. Bon, ça, j'ai rien compris. C'est moi qui me tiens la barre. Merde. Non, c'est moi. Ah merde, j'ai oublié. Bref, il n'y a pas de règle, mais oui, enfin, si ça marche pas, ils ne sont pas contents. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas. Après, ça dépend vraiment de l'investisseur. Moi, j'ai eu 3 types, sur la première boîte, j'ai eu 3 types d'investisseurs. Il y avait un family office, il y avait un VC, et il y avait une banque, c'est-à-dire une banque qui est financée sur ses fonds propres. La banque, elle regardait que les tableaux Excel. Vraiment. Le VC était sympa, et le family office m'a traité de connard. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas compris, je me suis dit, mais pourquoi tu viens de me mettre 1 million tu me traites d'abruti, qu'est-ce que... Donc après, j'ai regardé toutes ces participations, a posteriori. Après, en même temps, c'était après 2008, c'était en pleine crise économique, je sais plus ce que j'avais sous la main. Et j'ai vu qu'il était président de toutes ces participations. Donc en fait, il y avait un problème d'ego. Il pensait que lui seul avait la raison et que tout le monde devait le suivre. Donc c'est pour ça que c'est une partie en sucette et que j'ai fait, ouais, mais non. Je suis pas d'accord. Il n'a pas aimé. Voilà. Et donc, conclusion de la conclusion. Je vous laisse picorer dans tout ce que je vous ai dit, ce qui peut vous intéresser. Et si vous voulez y aller à fond dans la stratégie GAFA, il y a possibilité, on peut réussir. Ok ? Voilà, je vous remercie. Merci.